Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode? Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite et n'hésitez pas non plus à noter ou partager votre avis. Je serai vraiment heureuse de vous lire et de continuer la conversation avec vous. Aujourd'hui, je pose la question Qu'est-ce que la mode à Marie-Laure Fenet. Elle est pasteur à Sartrouville, dans la banlieue nord-ouest de Paris. Pasteur, de confession protestante baptiste. Alors vous êtes toujours bien sûr Qu'est-ce que la mode? Et on va bien parler mode. Alors quel rapport? En fait, j'étais intriguée par le parcours de Marie-Laure, puisqu'elle a commencé sa vie professionnelle chez Nina Ricci, puis en freelance. Et je me suis demandé, est-ce qu'elle a été dégoûtée de la mode ou est-ce que ça ne s'accordait pas avec sa foi? Et en fait, j'ai découvert que sa vocation de prendre soin des uns des autres était déjà là dans cette première vie professionnelle. Et sa définition de la mode qu'elle avait reste aujourd'hui la même. Habillé, habilleur. Bonne écoute. Alors, la mode, en fait, c'est une rencontre que j'ai faite avec la mode et une entreprise en particulier il y a très longtemps de ça, parce que ça doit être en 86, donc ça fait très longtemps, où au hasard vraiment de rechercher un stage, parce que j'ai fait une école de commerce, et au hasard de chercher un stage de troisième et dernière année, et bien, je me suis retrouvée dans une entreprise voilà, très, très renommée française qui s'appelle Nina Ricci. Et donc, j'ai été stagiaire là auprès de la directrice internationale des boutiques Nina Ricci en propre. Et donc, voilà, j'ai fait mon stage avec elle. C'était un univers complètement bon, pas complètement étranger, parce que quand même on a toujours une petite sensibilité avec la mode tous, mais vraiment un milieu que je ne connaissais pas. Et donc j'arrivais avec tous mes outils marketing qui ne s'adaptaient pas du tout à ce milieu-là, pour être clair. Et donc voilà, il me semble que c'était ouais, en 88 peut-être. Enfin, je sais plus, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Et donc, voilà, j'ai commencé mon stage en janvier, je me rappelle. Et puis, ils ont voulu me garder. Et puis, du coup, j'ai fait ma carrière pendant 12 ans dans cette entreprise. Donc, j'ai commencé comme chef de produit pour tout ce qui était ligne d'accessoires en propre, pas pour les lignes, les licences et la diffusion, vraiment pour les marques, voilà, pour les boutiques. Et donc, c'était une expérience absolument fabuleuse parce que, eh bien, en fait, le processus de création, et c'est ça, pour moi, qu'est-ce que la mode? C'est là que je vais te répondre. Hein, pour moi, c'est ce processus artistique qui m'a fascinée dès le départ et qui me fascine encore, que ce soit sur le choix des matières, le choix des coloris, que ce soit, et bien sûr, vraiment l'idée de là, en l'occurrence, on avait un marché, mais ce marché à l'époque était tellement beau et florissant, c'était vraiment les grandes heures du luxe et de la mode. Et donc, du coup, c'était tellement beau de laisser une créativité comme ça s'exprimer. Et j'ai eu la chance de travailler avec vraiment des gens, des artistes fabuleux, des stylistes, hein, mais donc notamment en particulier pour les accessoires, euh, notamment le directeur artistique avec qui j'ai travaillé et qui m'a le plus inspiré, c'est un homme qui s'appelle Christian Astugevieille et qui est connu parce qu'il est designer de meubles, il fait des meubles en corde, en chanvre, mais il a une sensibilité pour la mode qui était fabuleuse. Et donc, rester donc là, moi, avec mes outils marketing, assister à ce processus de création et après être juste voilà, prendre ces créations et essayer de les commercialiser ou de les présenter à la presse aussi. C'était vraiment voilà, c'était magnifique, juste un travail passionnant. On était, comme je disais tout à l'heure, dans une époque où c'était facile, enfin, tout était facile au niveau économique à cette époque-là. Et donc, il y avait une grande liberté sur la création aussi. Et voilà, on faisait des séries très limitées, des choses vraiment fabuleuses. En même temps, on travaillait, parce que cette maison, Lénaritier, c'est une maison quand même de parfum à la base. Hein.
enfin non, c'est une maison de haute couture, mais il y avait beaucoup de parfums, et donc on travaillait aussi en collaboration avec les parfums, et le fils de Nina Ricci, qui s'appelait Robert Ricci, mais qui est décédé aussi fin 88, il me semble, ou 89, il disait que le parfum n'était pas une œuvre de marketing, mais était une œuvre d'art, et il voulait absolument qu'on considère tous ces flaconnages, tout son processus de création comme une œuvre d'art. Donc cette maison Nina Ricci, elle était vraiment très tournée sur la mode dans le sens artistique et pas dans le sens, je vais dans tous les sens. C'était vraiment dans le sens d'un produit artistique de faire travailler des artisans. Bon, il y avait la haute couture intégrée dans cette maison, donc enfin, c'était fabuleux aussi d'assister à ça, à ces collections de haute couture et ces déclinaisons pour le prêt-à-porter. Enfin, voilà. Donc, j'ai vécu pendant 12 ans dans cette ambiance-là. Et pour moi, la mode, c'était vraiment une manière de rendre accessible l'art, en fait. Alors, bien sûr, on n'a pas tous le budget pour s'acheter des habits en haute couture, mais, en tout cas, ça permettait, si je m'achetais un petit porte-monnaie, Nina Ricci, j'avais l'aboutissement d'un processus artistique vraiment de quelque chose voilà, de magnifique. Ouais. Et comment, alors tu disais que toi, tu étais arrivée avec tes outils marketing et tout ça, et souvent on oppose justement la démarche artistique de la publicité. Comment tu as participé, toi en tout cas, à ce processus justement, avec les outils, la compétence, mais tu n'étais pas juste spectatrice justement, mais... Oui, alors en fait, mon travail rapidement, ça a été effectivement de prendre la température des boutiques, en fait, des points de vente, pour remonter l'information aux créatifs et de voir qu'est-ce que les clients attendaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aussi plaire à la cliente et lui offrir quelque chose dont elle avait envie, avec évidemment tout ce qui se passait dans l'air du temps, les tendances, etc. Donc il y avait ce côté-là de faire remonter l'information, et donc ça m'a permis de voyager beaucoup dans tout le réseau de boutiques à l'étranger en particulier. Il y avait des boutiques à Montaigne, donc c'était aussi intéressant. Et puis donc en même temps, après, d'être aussi le porte-parole des créateurs pour les lignes, notamment de maroquinerie, vraiment, de tout ce qui était accessoires, maroquinerie, bijoux et foulards, donc de l'expliquer aussi à la force de vente, d'expliquer tout ce processus créatif, parce que c'est vrai que quand on reçoit un sac, je me rappelle qu'on avait fait toute une série de sacs objets. Alors, donc, il y avait l'arrosoir, il y avait une espèce de téléphone, et tout était fait en cuir et qui avait été fait par un maître gaineur, etc. Essayer d'expliquer ça, évidemment, parce que le prix justifiait tout le processus créatif, expliquer ça aux vendeuses à la fin qui se retrouvaient avec un téléphone, un sac téléphone. Il fallait quand même l'argumenter et l'expliquer, expliquer tout ce processus créatif. Donc artistique. Donc c'était mon job. Voilà, T'étais l'agent de liaison entre le terrain, les créatifs, le terrain. Voilà. Ça fait vraiment penser à un travail de galeriste en fait, un peu. Hein. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, c'est ça. En tout cas avec cette maison de Nina Ricci. Et puis donc mon poste a évolué, et en grandissant, je veux dire, en vieillissant, je suis devenue en fait responsable du studio de création accessoires, mais avec une mission spéciale qu'on m'avait donnée. Et alors c'est là où donc tu m'as présenté en tant que pasteur, mais donc c'est là où ça rejoignait déjà un petit peu mon cœur, même de pasteur. C'était de vraiment de faire le lien et de créer du lien entre les différents studios de création, parce que c'était très cloisonné, la haute couture, les accessoires, le prêt-à-porter, et puis bon, parfois des fois c'était même des petites guerres, et donc là c'était vraiment d'essayer de faire une harmonie, que tout le monde s'entende bien, que tout le monde se respecte, de faire passer certaines créations d'un studio vers l'autre. Enfin, c'était assez drôle. Oui, t'étais la pasteur de chez Nina Ricci, en fait. Pasteur dans le sens prendre soin des uns des autres, et c'est ça. C'était exactement ça, et notamment par rapport à toute l'équipe de stylistes. C'était
mon travail, c'était d'essayer de leur donner une atmosphère la plus paisible possible, enfin, qui donne le meilleur d'eux-mêmes dans, voilà, dans cet environnement d'entreprise. Donc, voilà, c'était un beau challenge et ça m'a énormément formée, en fait, Ouais. à être comme ça, au service des autres et d'essayer de comprendre un peu mieux, d'être à l'écoute. Voilà, c'était formateur, très, très Et, formateur. et justement, ça m'amène à cette fameuse, enfin, cette question auquel je pensais quand j'ai pensé à toi pour cette interview. Je me disais, mais est-ce que la suite de ta carrière, enfin, ou le changement de carrière, en quelque sorte, changement de contexte, était dû à... Est-ce que c'était comme une sorte de suite logique ou est-ce que c'était dû justement à une, enfin, pas un décloisonnement, euh, Tu veux dire une cassure ou ouais, une cassure ou un différent en quelque sorte, où on se dit, bah, en fait, la mode, non, c'est limite, ben, en pasteur, on pense tout de suite religion, assez carré ou quoi, et on se dit, ah là là, c'est pas bien en fait, c'est pas sain la mode, alors une prise de conscience et hop, on s'enlève de ça, et voilà, je me Alors non, dis en fait, quelle était, savoir comment ça s'est passé. En fait, qu'est-ce qui a fait cette suite, on va dire, ouais. pour toi. Écoute, c'est assez, je ne veux pas dire une suite logique parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans, mais ça s'est fait très, très naturellement. Quand je travaillais chez Minarici, j'étais déjà habitée par ma foi. Hein. Je ne me suis pas mis à croire à un moment et à dire, tiens, je vais devenir pasteur. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir pasteur. Ce n'était pas du tout dans mon univers. Mais j'étais très active dans ma paroisse. Voilà, donc j'étais déjà vraiment dans ce voilà, dans ce bain-là. Et les deux, voilà, je n'avais pas de dichotomie. Hein, j'avais ma foi qui se manifestait aussi dans mon travail et l'inverse. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était assez naturel. C'est vrai que par moments, j'avais l'impression de faire le grand écart et je me rappellerai toute ma vie, sur l'heure du déjeuner, j'avais été voir une personne qui était en train de mourir du sida, qui était à l'hôpital, et j'avais été le voir sur l'heure du déjeuner. Donc j'avais couru, enfin bon, puis j'avais vraiment voulu passer un temps de qualité avec cette personne qui était vraiment très faible. Puis j'étais retournée à mon travail après, j'avais un rendez-vous au studio de haute couture, je me rappelle, et je présentais une ceinture avec des strass, complètement strassées, avec donc des pierreries, voilà. Et il manquait un strass. Parce que le fournisseur, enfin la personne qui avait collé avec ses petites pinces à épiler, avait collé ses strass, en manquait un, et donc j'allais porter ça qui était défectueux. Et je me rappelle que la réaction du styliste, qui était frustré évidemment de ce problème-là, avait été tellement démesurée par rapport à ce que je venais de vivre. Et je me disais, mais d'un côté, on a la vie et la mort, et de l'autre côté, on croit qu'on perd la vie parce qu'on a perdu un strass. Ça m'avait quand même vraiment dérangé. Je me suis dit, il y a quand même un équilibre. Enfin, voilà, moi j'ai besoin pour ma propre survie, j'ai besoin vraiment de remettre toutes les choses à leur place et l'importance à leur place. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. J'avais dit ça. Mais donc, comme je te disais, je continuais à vivre ma foi de manière toute naturelle. Et puis en fait, il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait que d'abord Nina Ricci a été racheté par un groupe espagnol. Donc le côté familial et de grande liberté a été terminé. Il fallait faire du chiffre un peu plus. Et du coup, ils ont fait un plan social où ils ont licencié toute la partie haute couture et ils ont gardé quelques activités de prêt-à-porter et d'accessoires. Et moi, j'ai pu, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est le moment aussi de changer de boîte. Je m'étais dit, tiens, ça serait mieux de faire partie du plan social. Et en fait, j'ai pu être dans le plan social et puis donc partir dans des bonnes conditions quand même, en me disant, je vais rechercher ailleurs, etc. Et puis, du coup, je me suis mise à mon compte comme consultante parce que j'avais des fournisseurs, des fabricants de maroquinerie qui avaient besoin de moi pour faire l'intermédiaire avec les stylistes. Enfin, bon, voilà, toujours le même boulot. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a permis aussi de développer des activités plus, on va dire, caritatives pour... voilà, dans le cadre effectivement de ma paroisse ou vraiment d'être en lien avec les autres.
Et donc, ça m'a permis de faire les deux. Donc, j'étais à mon compte, je gérais mon temps comme je voulais. Et je pouvais être aussi bien dans la mode que être plus active dans le social ou dans des choses plus spirituelles, on va dire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, que la transition s'est faite Ok. progressivement. Et puis, il y a un moment où, voilà, je ne peux pas te raconter tout le détail parce que ça Oui, n'intéresserait pas oui, forcément, mais par des concours de circonstances, en fait, moi, je me suis formée en théologie et toujours avec les deux choses en même temps. Et ouais. puis, où j'ai été en charge d'une paroisse. Et puis, voilà, depuis, progressivement, j'ai arrêté mon activité professionnelle parce que je n'arrivais pas à faire les deux en même temps Mhm. quand j'étais en charge. Voilà. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es 100% donc dans Ouais. cette fonction 100% de sur la pastoral. paroisse. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Attends, mais j'ai toujours, on peut pas m'enlever ce que j'ai vécu. Hein. On est comme ça, notre personnalité est faite avec ce qu'on a, avec nos expériences, hein, notre manière d'être, etc. Donc mon expérience fait que j'ai une sensibilité et que du coup, ben, il faudra que tu viennes, Elsie, un jour. Tu verras. Il y a quelque chose qui se ressent du niveau artistique. D'abord, il y a beaucoup d'artistes dans la communauté. Et donc, c'est vraiment c'est drôle, quoi, parce que ça me permet de continuer à prendre soin de sculpteurs, ouais, de plasticiens. Voilà, c'est intéressant. Et du Et coup, puis, pardon, vas-y. puis de donner aux autres envie voilà, de donner aux gens qui n'ont pas forcément accès à l'art et la mode, on va dire, mais de leur donner un goût pour les choses belles, quoi. Hmm. Et justement, alors du coup, avec cette posture de pasteur maintenant, comment est-ce que comment est-ce que tu pourrais décrire ou voir, comment tu vois la mode? Est-ce que ça te change par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, cette idée de processus? Parce que là, c'était toi, Marie-Laure, qui parlait, mais en tant que fonction, dans ta fonction pastorale, euh, est-ce que tu ajouterais ou tu modulerais un petit peu cette définition que tu me donnais tout à l'heure? Euh, j'ai pas l'impression, enfin, je sais pas comment te dire, j'ai pas l'impression parce que pour moi, c'est quand même essentiel que les gens, enfin voilà, alors, c'est sûr que la mode, on peut passer des heures à définir ce que c'est que la mode, mais C'est pour c'est ça ton que j'interviewe une fois par semaine une personne. voilà. Mais si tu veux, je pense que c'est vraiment important pour l'épanouissement. Moi, mon travail de pastoral, c'est de travailler à l'épanouissement spirituel, bien sûr, de l'être humain, et en particulier des gens qui sont dans ma paroisse, mais aussi de leur épanouissement complet. Et en fait, l'habillement, le rapport au beau, c'est tellement en rapport avec ce que la Bible nous dit. C'est tellement aussi en rapport avec le bien-être, avec le fait de pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer mieux les autres, tout ça. Je trouve ça très lié. Et donc, évidemment, mes paroissiens ne sont pas tous des fashion victimes, mais heureusement, et moi non plus. Mais vraiment, le goût du beau, il y a vraiment quelque chose, voilà, donc plus élargi, on va dire peut-être que c'est plus élargi que la mode, c'est plus l'artistique. Et Mm. Ce voilà, goût je ne du beau. supporterais pas qu'on mette dans un coin, je vais te dire, je suis un petit peu psychorigide, hein, mais je ne supporte pas d'avoir un bouquet de vieilles fleurs poussiéreuses séchées, comme on trouve dans malheureusement plusieurs temples ou églises dans des coins, ou des vieux vases que plus personne ne voulait, qui étaient à la cave, qu'on dit oh tiens je te donne pour l'église. Ah non merci. Non, Oui, du coup, tu gardes cette idée du beau, le beau, de l'admiration, ce qu'on veut en fait et ce qu'on essaie de maintenir dans tous ces fashion shows et tous ces événements et tout. Et des fois, c'est du beau pour du beau presque gratuit, mais j'ai l'impression que associé à la foi, c'est un beau qui, pas utile, mais un beau contemplatif, méditatif en quelque oui, sorte. ouais, ouais, qui te. Enfin, ça attire, je sais pas, ça fait quelque chose qui fait comme un aimant. Je trouve que le beau fait comme un aimant. Ça nous ouvre sur quelque chose
du divin, parce que bon, moi, je parle du principe que le meilleur créateur et le plus grand créateur, c'est Dieu, hein, bien sûr, et que donc du coup, moi j'ai beaucoup de respect pour les créatifs, parce que je pense qu'ils ont une part de Dieu, je ne veux pas dire plus grande que les autres, mais il y a quelque chose de vraiment de divin dans ce qu'ils font, que quelqu'un qui n'est pas créatif ne peut pas appréhender de la même façon. Mmh. Donc, il y a un grand respect pour tous ceux qui sont très créatifs. Et même pour les enfants, enfin, c'est effectivement, nous, dans notre paroisse, il y a beaucoup d'enfants, on a plus d'une centaine d'enfants et de jeunes, donc ça fait beaucoup sur une petite paroisse. Mais vraiment, on essaie de développer ça chez les enfants, effectivement, La de, créativité. ouais, La créativité, le processus de créativité, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, pour la mode. Du coup, c'est le contexte qui t'a permis de découvrir ça, mais en fait, on voit que c'est un besoin humain, en fait, de pouvoir créer, de devenir créatif. Et du coup, oui, c'est vraiment dans l'être humain. Tu vois, je te donne un exemple, on a un rendez-vous pour la paroisse une fois par an qui s'appelle un parcours de prière, où l'église est ouverte 24 heures sur 24 pendant 4 jours, et les gens viennent quand ils veulent, ils viennent prier quand ils veulent. Sauf que les salles de l'église, au lieu d'être comme tous les autres dimanches, eh bien, elles sont, on travaille avec toute une équipe, notamment les artistes de l'église, et chaque pièce a un thème de prière. Et donc, ça aide les gens à se poser et à prier d'une certaine façon. Donc, on leur donne un thème, si tu veux, mais il y a un effort créatif qu'ils doivent faire pour que, c'est comme s'ils pouvaient mieux rentrer dans la prière. Par exemple, on a eu toute une pièce sur les 5 sens et d'expliquer comment, avec ces 5 sens, on peut vraiment goûter, entendre, parler avec Dieu et puis et l'appréhender d'une autre façon que ce que peut-être on a comme idée conçue sur, voilà, sur ce qu'est Dieu. Et puis il y a d'autres endroits où, oui, on peut, je sais pas, il y avait plusieurs actes créatifs, les gens pouvaient se poser. Alors en général, les gens se disent ouais, je vais passer, je vais venir voir. Et puis en fait, il reste 3-4 heures. Et maintenant, on est obligé de faire des plannings parce qu'il faut qu'il y en ait qui partent à un moment pour laisser la place aux autres. ah ouais. Mais c'est vraiment puissant, en tout cas, ce que tu dis. C'est que, parce que, en tout cas, en Occident, je rebondis juste là-dessus, c'est que en Occident, souvent, la foi et le spirituel est de l'ordre de l'intellect. Ça commence par ce qui se passe dans nos têtes, dans nos réflexions, et ensuite, on va au-delà, c'est spirituel. Et là, quand tu parlais, par exemple, cet atelier, cet événement, c'est par le processus créatif, tu ramènes cette notion de foi tu rappelles, enfin vous rappelez avec la paroisse que la foi, c'est pas juste intellectuel, mais le spirituel, il englobe tout notre être en fait. Il est dans les sens, il est dans, du coup, par la vue, des fois, on découvre une belle image ou par le nez, on sent une bonne odeur et ça nous amène à la méditation, à la contemplation et puis, c'est qui au-dessus de nous, quoi. C'est qui, euh, pourquoi on est là et c'est là où, voilà, souvent, je dis que la mode est un art et tu le décris très bien, en tout cas, avec ce que tu fais dans ton quotidien, c'est que l'art amène ce côté, enfin, ce sacré et ce divin qu'on croit dans un dieu de la Bible ou quoi. En tout cas, il y a cet ordre-là. Et puis, bon, après, moi, perso, je crois que dans j'ai la même confession que toi. Et je crois que ce Dieu-là est accessible justement aussi par cette démarche artistique. Euh, et la mode, ben voilà, elle te permet, elle a des odeurs parce qu'elle développe des parfums, elle a des textures, des matières comme un tableau, et puis et elle touche le corps en fait. Ouais. Mais Et puis, je pense qu'aussi, ça nous fait devenir par moments un peu enfant, tu vois, d'être émerveillé devant quelque chose de beau. Et donc, je sais pas, c'est comme si ça appelle notre cœur d'enfant. Et notre cœur d'enfant, il est quand même toujours assez tendre, hein. ah À oui. part si on a vécu des choses, des drames, effectivement,
qui ont fait tellement de mal que notre cœur n'est pas aussi tendre que ça parce qu'il a été abîmé. Mais de faire appel à l'enfant en soi, c'est aussi c'est un plaisir, quoi. Voilà, je sais pas, moi j'aime faire appel à l'enfant de chacun parce qu'on devient tout d'un coup beaucoup plus ouvert et c'est un petit peu voilà, un petit peu le but aussi de se mettre devant Dieu de cette manière-là, peut-être. Ouais. Et pour terminer, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a plein de références de mode, mais où l'enfant est justement source d'inspiration première, souvent, ce côté naïf et tout ça, justement, qu'on aimerait retrouver. Et ça résonne énormément avec un verset de la Bible qui nous invite, enfin, c'est même une invitation de Jésus lui-même qui nous dit d'être comme des enfants. Ouais. Ouais. La réalité du royaume de Dieu, c'est ceux qui ont un cœur comme ça tendre et pur. Ouais. Et oui. Voilà. Du boulot. C'est ça. Et puis, du coup, c'est une bonne invitation aussi. En même temps, j'en profite pour ceux qui vont écouter ce podcast, de dire, c'est une invitation à retrouver son âme d'enfant. Et puis, et qui est-ce qui pourrait nous aider là-dedans? Est-ce que c'est quelqu'un de l'ordre du divin qui pourrait nous aider à retrouver ce processus de création, de créativité? Et Oui, c'est retrouver le fait de s'émerveiller. Exact. Et du coup, peut-être qu'en s'émerveillant un peu sur les choses autour de nous, on verra qu'il y a enfin voilà, on verra qu'il y a un Dieu.